Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui, on soulève le capot des objets connectés. On va aller voir ensemble ce qui se cache à l'intérieur et ce qui les fait vraiment fonctionner. Mais alors, avant de se lancer dans des détails super techniques, commençons par une question toute simple. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans un thermostat, une montre ou même une ampoule qu'on dit intelligente? En fait, un objet connecté, c'est fondamentalement un pont. Un pont entre notre monde, le monde physique, et le monde numérique, le réseau. Et pour que ça marche, il lui faut 5 choses absolument essentielles. Des capteurs pour sentir ce qui se passe, des actionneurs pour agir, une forme d'intelligence, un cerveau pour réfléchir, de l'énergie pour fonctionner, et bien sûr un moyen de communiquer avec le reste du monde. Bon, alors, par où commencer? Eh bien, par la base. La toute première chose à comprendre, c'est comment un objet interagit avec ce qui l'entoure. Et pour ça, tout repose sur deux types de composants clés. En fait, l'idée, c'est de donner à l'objet des sens pour qu'il puisse percevoir le monde et des muscles pour qu'il puisse agir dessus en retour. C'est le fameux duo capteur-actionneur. Parfait, alors explorons d'un peu plus près ces fameux sens et muscles. On va commencer par la capacité de l'objet à détecter ce qui se passe autour de lui. Un capteur, c'est un peu comme un traducteur. Son job, c'est de prendre une information du monde réel, par exemple la température, la lumière, un mouvement, et de la convertir en un signal numérique, un langage que le cerveau de l'appareil peut comprendre. C'est comme si on créait un système nerveux pour le monde physique. Et c'est un peu comme pour nous en fait. De la même manière qu'on a plusieurs sens, un appareil peut avoir une tonne de capteurs différents. Un pour le son, un autre pour le mouvement, un pour la qualité de l'air. Chacun est vraiment spécialisé dans son domaine. Et c'est vraiment grâce à ces capteurs que la magie opère. Prenons un exemple tout bête, un capteur de présence. Il peut allumer la lumière tout seul quand on entre dans une pièce. Ou, plus technique, un capteur de vibration sur une machine dans une usine peut alerter qu'une panne est imminente. C'est puissant! Donc, si on a bien compris, les capteurs sont les sens. Eh bien, les actionneurs, ce sont les muscles. Ils reçoivent un ordre, une commande électrique du cerveau, et hop, ils la transforment en une action physique bien réelle, bien concrète. Par exemple, un petit moteur qui va ouvrir une serrure connectée, une LED qui va changer de couleur pour signaler une notification, ou encore un buzzer qui sonne pour déclencher une alarme. Tout ça, c'est le travail des acteurs. Ok, on a l'essence, on a les muscles, il nous manque maintenant l'élément central, le chef d'orchestre, celui qui va coordonner tout ça, le cerveau. Ce cerveau, il ne s'arrête jamais. Il reçoit en permanence toutes les données qui arrivent des capteurs, il les analyse et il décide de ce qu'il faut faire. C'est lui qui va dire aux actionneurs « Ok, là il faut allumer le chauffage » ou alors non, pour l'instant on ne bouge pas. Et pour ce fameux cerveau, il y a principalement deux grandes familles, deux types de puces électroniques qui ont des philosophies en fait très différentes. C'est un peu le match microcontrôleur contre microprocesseur. Alors pour faire simple, le microcontrôleur, c'est un peu le couteau suisse de l'électronique. Tout est déjà intégré sur une seule puce et il est parfait pour une tâche précise et répétitive. Le microprocesseur, lui, c'est plutôt le moteur d'une voiture. Il est super puissant, mais il a besoin de tout le reste autour pour fonctionner, les roues, la carrosserie, etc. On va donc choisir le premier, le microcontrôleur, pour une machine à café connectée, et le second, le microprocesseur, pour une box domotique qui doit gérer plein de choses en même temps. Et cette image résume parfaitement l'idée. Le microcontrôleur, c'est vraiment comme si on avait pris une carte mère d'ordinateur et qu'on l'avait miniaturisée à l'extrême sur une seule et même puce. Alors oui, c'est moins puissant, bien sûr, mais c'est aussi beaucoup plus petit, bien moins cher et surtout ça consomme très très peu d'énergie. Pour que tout ça soit encore plus parlant, rien de tel qu'un exemple concret. Et l'exemple le plus célèbre de plateforme qui utilise un microcontrôleur, c'est Arduino. Ce qui est absolument génial avec Arduino, c'est que cette plateforme a complètement démocratisé l'électronique. Avant, il fallait être ingénieur, maintenant, plus besoin. Tout le monde peut commencer à créer ses propres objets connectés. Ça, c'est la carte la plus connue, l'Arduino Uno. On voit très bien toutes les petites broches, tous les connecteurs où on peut venir brancher super facilement des capteurs, des moteurs, des LED et bien sûr l'alimentation. Tout est fait pour que ce soit simple et accessible. Mais la vraie force d'Arduino, c'est sa modularité. On peut lui ajouter des sortes de super pouvoirs grâce à des cartes d'extension spéciales. Ça s'appelle des shields. Regardez, c'est un peu comme des briques de Lego. On peut les empiler les unes sur les autres pour ajouter des fonctionnalités. On veut une connexion Wi-Fi, on ajoute un shield Wi-Fi. On veut un GPS, on ajoute un shield de GPS. Un écran, le contrôle de moteur, les possibilités sont quasiment infinies.
Et le plus fou, c'est que même la programmation d'un Arduino est étonnamment simple. Tout repose sur 2 blocs principaux. La fonction setup qui se lance une seule fois au démarrage pour tout mettre en place et la fonction loop, la boucle, qui est le cœur du programme. Elle tourne en boucle sans jamais s'arrêter pour lire ce que disent les capteurs et commander les actionneurs. Voilà, on a vu les briques de base, des sens pour percevoir, des muscles pour agir et un cerveau pour tout contrôler. Alors la vraie question à se poser maintenant, c'est quel objet de notre quotidien pourrait bien, à son tour, devenir intelligent ?